Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu particulière. Déjà parce qu'elle reprend non pas un, mais plusieurs chapitres du programme de lycée. La première chose qu'on va utiliser, ça va être les statistiques à deux variables apprises en terminale STLG. Et la seconde chose qu'on va utiliser, ça va être les fonctions et la dérivée apprises dans toutes les classes. Alors, vous pouvez regarder cet exercice. Si vous ne comprenez pas la partie que vous n'avez pas faite, par exemple si vous êtes en ES, que vous n'avez jamais vraiment fait les statistiques, bon, la première partie vous n'allez pas tout comprendre, mais c'est pas grave, vous passez, vous vous intéressez à la seconde. Bon, voilà. Alors, cet exercice est également particulier puisque je me base sur les chiffres réels de l'économie française. C'est-à-dire que les conclusions que nous allons tirer de cet exercice ont un vrai intérêt macroéconomique. Nous allons partir de statistiques. Ces statistiques, ça va être déjà l'évolution de la population active de 2002 à 2012. Ensuite, le nombre d'emplois dans le secteur secondaire, c'est-à-dire tout ce qui est industrie, extraction et énergie, d'après l'INSEE. Donc pareil, le nombre d'emplois dans le secteur secondaire de 2002 à 2012, le nombre d'emplois dans le secteur tertiaire marchand. Alors le secteur tertiaire marchand, c'est tout ce qui est entreprise de services en général, y compris la grande distribution, donc pareil de 2002 à 2012. Ensuite, les emplois dans le secteur tertiaire non marchand. Le secteur tertiaire non marchand, c'est tout ce qui est administration publique, également enseignement, recherche, et puis aussi tout ce qui est travail salarié dans les associations. Voilà. Et donc, à partir de ces chiffres-là, et des mathématiques que je vais vous enseigner, nous allons répondre à deux questions. La première, sur quel secteur repose l'avenir de l'économie française? Et la seconde, c'est vers quel secteur il faut que vous vous dirigiez pour espérer trouver un emploi facilement dans le futur proche. Bon allez, assez parlé, maintenant on passe à la pratique. Alors voilà, j'ai représenté sur le tableau un nuage de points qui représente la population active en France, selon l'INSEE. Alors comme vous voyez, c'est une série chronologique, hein, avec en X les années, en Y la population en millions. Bien sûr que c'est moi qui arrondis parce que les chiffres de l'INSEE sont en milliers à la base. Donc cette série chronologique est croissante, comme on voit très bien, même sur ce graphique qui n'est pas du tout à l'échelle, enfin si il est à l'échelle, mais enfin il est décalé puisque le début c'est 2000 et que c'est 34 millions effectivement. Mais bon, on voit très bien que c'est croissant. On reconnaît aussi à la forme du nuage de points que cette croissance peut être estimée de manière relativement précise par une régression linéaire. Donc c'est ce qu'on va faire, tout simplement. Alors les valeurs là, c'est peut-être pas évident de bien lire, mais vous inquiétez pas, si vous regardez, vous inquiétez pas, je trouverai un moyen de vous donner toutes les valeurs. Alors soit je les mettrai en commentaire en dessous de la vidéo, je vous donnerai toutes les valeurs que j'ai utilisées, hein, le tableau de valeurs, soit je vais vous montrer au début de la vidéo, je filmerai pendant quelques secondes le tableau où j'ai écrit toutes les valeurs. Voilà. Et bien sûr, je vous mettrai le lien en commentaire de l'INSEE et des pages sur lesquelles j'ai trouvé ça. Alors bien sûr, les valeurs que j'utilise là, j'ai pas fait la moyenne sur l'année, hein, parce que ça m'aurait pris du temps un peu inutilement. Là, quand je mets par exemple en 2002, 34 millions, en fait 34 millions en 2002, c'est 34 millions en décembre 2002, si vous voulez. J'ai pris à chaque fois la valeur du trimestre 4 de l'année. Donc là, par exemple, ça 34,1 millions au trimestre 4 de 2003, etc. Comme ça. Alors donc, pour faire cette régression linéaire, j'ai utilisé exactement la même technique que celle qu'on vous apprend au lycée. Alors bien sûr, si jamais il y a parmi vous des gens qui sont en post-bac et qui veulent travailler sur les moindres carrés, bon, si vous êtes en post-bac, vous utilisez les techniques que vous avez apprises grâce aux points moyens et aux variances dx et variances dy. Mais bon, pour les autres, vous vous contentez de rentrer la liste, donc les deux listes à la calculatrice, et la calculatrice, dans le mode stat, bien sûr, de la calculatrice, et la calculatrice vous donne de manière tout à fait correcte une estimation du coefficient directeur et de leur donner l'origine de la droite de régression. Alors là, le coefficient directeur, c'est petit a égale
Bon, arrondi, disons au millième, voilà, pour que ce soit quand même assez facile. 2, 8. Et B, par contre, celui-là seulement arrondi au centième, c'est un peu moins important. Enfin, c'est un peu moins important à être hyper précis parce que le coefficient directeur, surtout quand on est sur des grosses valeurs comme ça, le coefficient directeur, il faut vraiment être très précis quoi, avec ça. Par contre, une ordonnée à l'origine, si on est un peu moins précis en statistique, c'est pas hyper grave. Voilà, donc là, il vaut mieux aller au millième pour A, mais par contre pour B, centième, ça suffit. Voilà. Ok, donc, la droite de régression des moindres carrés qui s'approche le plus de ces points-là, ça va être la droite y égale 0,208 x moins 422,98. Et je vais vous marquer maintenant les autres paramètres qui vont entrer en compte dans l'espèce de micro-étude économique que je vais vous faire. J'ai donc marqué au tableau les droites qui permettent d'estimer premièrement la population active en fonction du nombre d'années, secondement le nombre d'employés dans l'industrie plus l'extraction et l'énergie, c'est-à-dire le secondaire et un peu du primaire, le primaire disons, hors agriculture pure. Ensuite, les employés dans le tertiaire marchand, donc le secteur des services en général est marchand. Alors, estimé grâce à cette droite en fonction du temps. Et ensuite, le nombre d'employés dans le tertiaire non marchand, en fonction du temps également. Alors donc voilà, j'ai ces trois grands secteurs. C'est comme ça que j'ai choisi de séparer donc l'économie française en trois secteurs. Et donc le but, ça va être d'étudier ces fonctions pour pouvoir dégager l'évolution de chaque secteur. Alors je vous ferai remarquer que si on veut par exemple si on veut estimer le nombre d'employés dans le tertiaire non marchand en 2013, on prend donc, on tape sur sa calculatrice 0,035 multiplié par 2013 moins 69. On marque ça sur sa calculatrice. Donc ça nous donne 1,455. Donc ça veut dire que en fin d'année, on aura constaté que 1,45 millions de personnes travaillent dans le tertiaire non marchand. Le but de cet exercice, c'est d'étudier, maintenant qu'on a réussi à faire la régression statistique, c'est d'utiliser les fonctions et la dérivée pour pouvoir étudier comment est-ce que les employés dans l'industrie, les employés dans le tertiaire marchand, les employés dans le tertiaire non marchand évoluent en part de la population active. Alors, donc on va noter une fonction qui va être I de X. Pourquoi I? Au lieu de marquer I, au lieu de marquer F, on marque d'habitude, je marque I, mais ça revient au même, hein, c'est-à-dire que dans la réalité des choses, en cours on fait toujours marquer F ou G, mais dans la réalité des choses, votre fonction, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, quoi. Voilà. Donc, I de X, je mets I pour industrie, qui est donc la part de l'industrie dans la population active. Ça nous donne moins 0,069 x plus 161,4 sur cette fonction-là, puisque ça nous donne un nombre estimé pour une année x du nombre de personnes employées dans l'industrie, et ça un nombre estimé de la population active. Donc maintenant on divise par la fonction qui nous donne l'estimation de la population active. Voilà pour l'industrie. Donc cette fonction nous donne une estimation de la part de personnes travaillant dans l'industrie sur la population active. Alors je rappelle que la population active prend en compte les chômeurs, les demandeurs d'emploi, ceux qui travaillent. Ceux qui ne prennent pas en compte, c'est ceux qui sont à la retraite, c'est-à-dire comme inactifs, et également ceux qui sont encore à l'école. Voilà, j'ai donc écrit les trois fonctions au tableau, qui associent à X étant des années le taux de personnes travaillant dans un secteur donné par rapport à la population active, hein, donc on peut transformer facilement en pourcentage. I de X, j'en ai déjà parlé. T, indice N, j'ai marqué ça pour le tertiaire marchand, fonction de X. Alors donc j'ai juste mis cette fonction-là sur cette fonction-là. Voilà. Ensuite TNM, c'est pareil, mais pour le tertiaire non marchand. J'ai calculé des estimations pour les trois pour 2013. Alors, ce qui risque de se passer cette année, donc à la fin de l'année, on risque de constater que seulement 7% de la population active va travailler dans l'industrie, que 30% de la population active va travailler dans le tertiaire marchand, et que 4% de la population active va travailler dans le tertiaire non marchand. Donc pour arriver à ces résultats,
c'est bien simple, je me suis contenté de remplacer x par 2013, là, dans toutes les équations, sachant que ces équations, on les a trouvées tout à l'heure grâce à l'estimation linéaire. Alors une fois que c'est fait, c'est bien, on peut avoir une estimation, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est quel secteur est voué à disparaître, quel secteur est voué à se renforcer, s'il y en a, et aussi, pour vous, dans quel secteur est-ce qu'il vaut mieux que vous travailliez pour espérer avoir un emploi. Alors pour ça, on va étudier ces trois fonctions. Pour commencer, je vais effacer le tableau pour faire un peu de place. Bon alors maintenant, pour dériver cette fonction-là, i de x, alors vous savez comment dériver une fonction de la forme u sur v, hein, u sur v', ça va faire u', v moins u v' sur v au carré. Donc là, on va avoir notre u, ça va être moins 0,079x plus 61,4. Notre v, ça va être 0,x moins 422,98. Ok. Donc, le u', ça va être moins 0,079. Voilà, on garde que le coefficient directeur. Le v', pareil, ça va être 0,228. Ok. Donc ensuite, il suffit de remplacer, et on sait qu'on a donc i' de x qui va être moins 0,079 multiplié par 0,22x, donc 422,8. Voilà. Le tout sur v au carré, donc v au carré, hein, v c'est ça, c'est ce qu'il y a dessous. Donc v au carré ça fait 0,228 x moins 422,98 au carré. Ensuite là, ce qui est en haut, vous développez ça là. Donc vous multipliez ça par ça, puis ça par ça. Ensuite ici, vous multipliez ça par ça, puis ça par ça. Donc vous faites la calculette. Alors, ce qui est important de remarquer maintenant, c'est qu'ici, si jamais on change les parenthèses, on a un moins devant. Hop, on enlève les parenthèses. Mais il faut savoir qu'on a un moins devant. Donc comme on avait un moins devant la parenthèse, pour pouvoir l'enlever et virer ce moins, là, moins par moins, ça fait plus. Et ici, plus par moins, ça fait moins. Voilà. Donc là, on va avoir moins 18, plus 18x, moins 0,018x plus 0,018x. Hop. Ça s'enlève entre eux. Je fais une petite feuille de frappe ici, c'est bien 33,415. Il nous reste 33,415 moins 36,8. Et 33,415 moins 36,8, ça nous fait moins 3,384 sur, donc la même chose que d'habitude, au carré. Voilà. Alors voilà, j'ai encore écrit des choses au tableau. Regardez donc là les fonctions que j'avais reproduites tout à l'heure en haut. On va d'abord se préoccuper de ce qu'il y a en bas. De ce qu'il y a ici. Alors, il faut remarquer qu'on ne peut pas avoir ça là, cette partie-là, ici, soit 0,228x moins 422, machin est égal à 0. Ça, on ne peut pas avoir ça. Pourquoi? Parce que ça signifierait que ce qu'il y a là en dessous, ce qu'il y a là en dessous, ce qu'il y a là en dessous, serait égal à 0. Bon. Et ça, c'est impossible, puisqu'on ne peut pas diviser quelque chose par 0. Ça signifie que ces fonctions-là, toutes ces fonctions, ne sont pas définies pour x est égal à 422,98 sur 0,228, soit la valeur pour laquelle ça c'est égal à 0. Hein. Vous voyez bien, ça, 422 là, je vais passer de l'autre côté. Après, pour isoler x, je le divise par ça, je tombe là-dessus. Et ça fait à peu près x égale 1855, soit l'année 1855. Bon, alors ceci dit, c'est pas très grave, parce que dans tous les cas, étant donné que j'ai utilisé des valeurs contemporaines de 2002 à 2010 pour faire ma fonction d'estimation, bah, on sait, parce qu'on a trouvé en part de personnes dans l'industrie sur la population active pour x égale 1855, bah, ça n'aura rien à voir avec ce qui s'est passé à 1855, parce que c'est beaucoup trop loin pour être précis. Donc, c'est pas grave. Par contre, si jamais la valeur interdite était genre à la place que ce soit 1855, que c'était 2005, ce serait beaucoup plus embêtant. Mais là, c'est pas le cas. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir compris si vous êtes en post-bac, ou si vous êtes en terminale ES, mais sinon, si vous êtes en première ou en STMG, que ça, vous avez un peu de mal, c'est pas grave. Par contre, ça, la fonction que j'ai dérivée tout à l'heure, je l'ai recopiée ici, la dérivée. J'ai recopié la dérivée de toutes les fonctions ici, voilà. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir les étudier, ces fonctions, puisque maintenant qu'on a la dérivée là,
on peut les étudier. Alors qu'est-ce qu'on sait? On va faire une étude, premièrement de I, en partant de la valeur interdite, 1855 jusqu'à plus l'infini. Hop, mettons. Bon, ça c'est les valeurs du X. Ok, donc la valeur interdite, regardez, on fait ça, pour dire que c'est une valeur interdite. Qu'est-ce qu'on voit? Que pour cette fonction-là, I' de X, hop, ce sera toujours négatif. Jamais ce sera positif. Hein. 55 à plus infini, puisqu'il y a un moins devant, puisqu'il y a un moins devant, et que là il y a un carré, hein, donc ce sera forcément négatif. Voilà. Qui dit négatif, dit fonction décroissante. Ça, je vous l'ai montré dans le cours sur le tableau de variation. Ce qu'il faut remarquer également, c'est que quand on a X qui est pas loin, qui s'approche par ce côté-là de 1855, genre si c'est 1860. Bon, la valeur qu'on a ici, là, vu que pour 1855 c'est 0, elle va être proche de 0. Et quand on divise par un nombre proche de 0, le résultat de la division est plus grand que quand on divise par un nombre très grand. Par exemple, si vous divisez par 2 ou par 3, le résultat va être plus grand que si on divise par 1000, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Pour x proche, là c'est la fonction dérivée, ça, hein. Pour x proche de 1855, la dérivée là, elle va être plus grande en valeur absolue, hein, je précise parce qu'il y a un moins devant, hein, mais là, plus grande en valeur absolue, c'est-à-dire si on ne prend pas en compte le moins. Voilà. Alors ça veut dire, quand la dérivée est plus grande en valeur absolue, ça veut dire que la fonction est plus pentue. Hein. Quand on a une dérivée qui est égale à moins 10, ça veut dire qu'on va avoir une fonction qui va être comme ça, enfin, au niveau de la pente, alors que si on a une dérivée qui est égale à moins 1,5, la fonction elle va être comme ça. Voilà. Donc on voit bien que quand la dérivée est plus grande en valeur absolue, la fonction est plus pentue. Donc, plus on avance dans le cas présent, plus x augmente, plus ce qu'il y a dessous c'est grand, donc plus la dérivée est petite en valeur absolue, donc plus x avance, moins la fonction est pentue, puisque plus x avance et moins la dérivée est grande en valeur absolue, donc moins la fonction est pentue. Ce qui signifie que cette fonction-là, i de x, si jamais on veut la tracer dans un repère, voilà, là on va dire qu'on a la valeur interdite 1855, la fonction, elle va ressembler à ça. Voilà. C'est-à-dire qu'elle est de moins en moins pentue et décroissante. Ensuite, maintenant, si jamais on regarde pour les autres. Pour les autres, c'est exactement pareil. La fonction là, celle-ci, si on fait le tableau de variation, la dérivée est positive, x, dm' de x, hop, hop, dm x. La valeur interdite, c'est la même, puisque c'est la même chose qu'il y a dessous. Hein, puisque le V il bouge pas, hein, puisqu'à chaque fois, vous remarquez que ce soit pour int, pour tm, pour tnm, on a toujours la même chose dessous. Donc le V ne bouge pas, et donc le V carré ne bouge pas non plus. Hein, 1855 plus l'infini, désolé si j'écris un peu mal, hop. Ok, alors là, on a toujours notre valeur interdite, sauf que ce coup-ci, ce qu'il faut voir, c'est important, c'est que là la dérivée elle est positive, ici et là, la dérivée est positive. Ça signifie quoi? Ça signifie que cette fonction qui représente, je le rappelle, la part d'un secteur dans la population, la part des employés dans un secteur dans la population active, est croissante. Mais avec un bémol, c'est qu'encore une fois, la dérivée en valeur absolue, quand x s'approche de 1855, ça, c'est pas trop loin de 0. Donc ici, en valeur absolue, la dérivée, elle va être plus grande, hein, puisqu'on va diviser par un nombre plus petit, donc le résultat va être plus grand. Ici, la dérivée va être plus grande que si jamais x, c'est très très loin de 0, genre si ça tend vers l'infini. Alors donc, là, la représentation graphique de ça, bah, du coup, ça va être un peu l'inverse. Hein, au lieu de ressembler comme notre à ça, celle-ci, bon, je sais pas quand est-ce qu'elle coupe la droite de l'origine. J'ai pas fait l'équation hein, pour savoir quand c'est que ça coupe la droite de l'origine. Hein, mais bon, écoutez, hein, on va faire ça. C'est juste pour vous montrer un peu la forme du truc. Si jamais on dit que là c'est la valeur interdite, 1855, celle-ci, de fonction, et celle-là aussi d'ailleurs, puisque c'est exactement la même chose. C'est juste que celle-là, la dérivée est un peu plus grande, donc elle va être un peu plus pentue que celle-là toujours. Elle va croître un peu plus vite. Elle va ressembler à ça. Vous voyez? Voilà. Elle ressemble un peu à une fonction LN quelque part, hein, ça se ressemble un peu. Maintenant, on va revenir là où on veut estimer, c'est-à-dire vers les années 2000, avec mon modèle à moi que je vous ai montré là, le modèle statistique linéaire tout basique. On peut aller chercher ce qui se passe en 2013, 2014, 2015, 2016 à la limite, mais pas plus loin quoi. Donc en fait, vu qu'on va pas chercher beaucoup plus loin que ça, et qu'on est déjà sur des x qui sont plus de 2000 donc qui sont grands,
la pente de la dérivée, elle ne va pas varier beaucoup entre 2002 et 2020, mettons, en réalité. Mais ceci dit, il peut quand même être intéressant d'étudier la dérivée. Alors maintenant, accrochez-vous. Parce que si vous comprenez ce que je vais vous expliquer, bah franchement, vous êtes des boss. Parce que là, je vais vous expliquer un truc qu'on apprend après le bac, mais dont j'ai besoin pour finir cet exercice. Et vous verrez, vous pouvez comprendre, peut-être pas en entier, mais au moins comprendre l'idée. Regardez, vous avez un axe, normal. La fonction, mettons que je prenne celle-ci, là, celle Tm', qui ressemble à ça, hein, comme je vous l'ai montré. Ici, on va dire que c'est le point 2012. Ici, c'est le point 2013, hein, c'est pas à l'échelle, c'est juste pour l'exemple. Okay. Et là, vous êtes d'accord que Tm' de 2012 nous donne le coefficient directeur de la tangente face au point 2012. Ça nous donne ce coefficient directeur de cette tangente-là, en gros, hein, le coefficient directeur de cette tangente. Si jamais on veut savoir qu'est-ce qui se passe de 2012 à 2013. Bon, alors ici, là, on a le nombre de personnes qui travaillent dans l'industrie en pourcent en 2012. Ici, on a le nombre de personnes qui travaillent dans l'industrie en pourcent en 2013. Si on calcule ça grâce à la fonction en 2013 et qu'on enlève notre calcul en remplaçant x par 2012, donc dans cette fonction-là, on va avoir cette différence-là. Cette différence-là, c'est juste le nombre de personnes en part de la population active qui sont en plus rentrées dans le tertiaire, donc dans le tertiaire marchand. Maintenant, vous remarquez une chose, c'est que là, si jamais on prend 2013, mais non pas sur la fonction, mais sur la tangente. Hop là. En pourcent toujours. On va avoir une autre différence, qui ici, puisque la fonction est croissante à taux décroissant, va être légèrement supérieure à l'autre. Alors ici, on voit une différence nette entre ce qu'on va trouver grâce à la tangente, qui est une approximation, et ce qu'on trouverait si on faisait le calcul avec la fonction entière. Mais en réalité, vu que la fonction n'est pas comme ça, la différence entre l'espace en bleu et l'espace en noir, ici, serait vraiment toute petite. C'est-à-dire que si on veut, pour trouver le pourcentage de la population active qui sont rentrés dans le tertiaire de 2012 à 2013, on pourrait calculer cette différence entre 2012 dans l'équation de la tangente et 2013 dans l'équation de la tangente. Donc si on veut calculer la différence en bleu, qu'est-ce qu'on fait? On sait que l'équation d'une tangente, c'est de type ax plus b. Ça, c'est l'équation d'une tangente. L'équation de la tangente pour 2012, ça va être a multiplié par 2012 plus b. L'équation de la tangente en 2013, ça va être a multiplié par 2013 plus b. Ok, en calculant ça, a fois 2012 plus b, on obtient cette valeur-là, ici. Et en calculant ça, a fois 2013 plus b, on obtient la valeur ici en bleu. Et maintenant, si on veut la différence, on n'a qu'à faire a fois 2013 plus b moins a fois 2012 plus b. Là, on voit qu'on a a fois 2013 moins a fois 2012 plus b, et ici le moins, la parenthèse, donc ce b là c'est moins b. Donc qu'est-ce qui se passe? Les b, ils s'en vont, ils servent à rien. Ici, on voit qu'on a un facteur commun là, le a. Donc, on peut factoriser en disant que c'est égal à a multiplié par, ici c'est un 12, 2013 moins 2012. A multiplié par 2013 moins 2012, c'est quoi? 2013 moins 2012, ça fait combien? Ça fait 1. Donc là, c'est juste a multiplié par 1. Et a multiplié par 1, ça fait 1. Et ce a, c'est le coefficient directeur de cette tangente. C'est le même que celui qu'il y a au début là, ici. C'est le même que celui-là, c'est le coefficient directeur de la tangente. Et ce coefficient directeur de la tangente en 2012, comment on le trouve? Simplement par la dérivée. Si vous n'avez pas très bien compris tout ça, mais que vous voyez un peu l'idée, c'est déjà très bien. Donc là, si jamais on calcule la dérivée pour 2012, pour cette fonction, on va avoir la différence approximée entre 2012 et 2013. Puisque vous voyez que cette différence n'est égale qu'à a, et a c'est justement la dérivée. Donc si on calcule I' de 2012, on va avoir à peu près la variation entre 2012 et 2013, soit le nombre de personnes qui sont rentrées ou qui sont sorties du secteur industriel de 2012 à 2013. Donc ce calcul on va le faire, ça fait à peu près 0,0026. Soit
0,26%. Moins, excusez-moi, j'ai juste oublié le moins devant. Ça signifie qu'à peu près 0,26% de la population active a quitté le secteur industriel. Ça fait presque 0,3% de la population active dans le secteur industriel qui sont fait virer. Voilà, grosso modo, sans que personne se soit embauché. Donc entre les personnes qui sont parties à la retraite et tout, ça veut dire que l'activité industrielle de 2012 à 2013, elle va encore bien baisser, parce que là, 0,26% ça paraît à rien, mais au fil des années, à plus de 0,2%, bah franchement, en quelques années, ça peut finir par faire beaucoup, et surtout, ça met des gens au chômage, quoi. Voilà, alors donc, vous avez qu'à faire le calcul aussi, comme moi je l'ai fait, là, à la calculette, pour tertiaire marchand de X, et puis pour tertiaire non marchand de X, enfin prime bien sûr les deux, et puis vous avez donc l'estimation, cette fois, qui n'est pas une estimation de récession du secteur comme là, mais une estimation de croissance du secteur marchand et non marchand. Alors là, il y a quelque chose qui est frappant, qu'on voit bien, que les emplois qui se créent dans le tertiaire, qui est pourtant le secteur des services, celui qui marche le mieux, qui est le plus dynamique en France, sont loin de compenser les pertes d'emplois industriels. Et ça, ce sont les vrais chiffres, hein. C'est vraiment des chiffres de source sûre que j'ai utilisé. La conclusion, elle est vraie. Alors, on peut se dire que 0,26%, c'est pas grand-chose, mais sachez tout de même que 0,26% de 30 millions, puisqu'on a à peu près 30 millions d'actifs en France, un peu plus 35, de 35 millions, je crois que ça fait plus de 70 000, quelque chose comme ça, quoi. Voilà. Donc ça fait quand même un chiffre conséquent, quoi. La preuve, c'est que l'an dernier, c'était à peu près ça, et on en a parlé aux informations, des usines qui ferment, mettant des milliers de gens au chômage, des délocalisations en chaîne qu'on voit. Là, bah, c'est ça, ce chiffre-là, c'est tout ce qui est les délocalisations, tout ça. Bon, après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans mes estimations, vu qu'il y a les chiffres de 2009, 2010 et 2012, à la base, quand on a déterminé les droites de régression, ça veut dire que la crise est prise en compte dans ces estimations. Ça signifie que tous ces emplois qui se perdent et qui ne sont pas compensés par les autres secteurs, c'est valable pour l'année prochaine, l'année d'après, peut-être l'année suivante, mais après la conjoncture va changer, puisqu'on sait que les crises, ça fait des cycles. Et moi, personnellement, je pense qu'on risque de sortir de la crise d'ici 3-4 ans. Bon, peut-être un peu plus, si on n'a pas de chance, après, c'est difficile de prévoir, ça dépend de tellement de choses. Donc là, vous avez sous les yeux là, la différence entre les emplois qui se perdent et les emplois qui se créent. Comment se crée, en France, le gouffre du chômage? C'est comme ça qu'il se crée le gouffre du chômage en France. Petit à petit. Mais pourquoi calculer la dérivée et ensuite trouver l'estimation à l'aide de la dérivée? Parce que tout simplement, si jamais on veut savoir combien d'emplois vont disparaître dans l'industrie en 5 ans, on fait ça. On fait I 2012 plus I prime 2012 plus I prime 2013 plus I prime 2014, voilà. Et là, dans les 3 ans à venir, qui seront sans doute 3 ans de crise, on va avoir une estimation de combien d'emplois vont disparaître dans l'industrie. Alors, pour ça, vous prenez votre calculette, hop, vous le tapez bêtement, ou intelligemment si vous préférez, ce qui nous fait 0, 0, voilà. Donc ça fait à peu près 0,8% de la population active d'emplois qui se ferment dans l'industrie. Alors soit en valeur absolue sur 8 ans, étant donné, mais de manière très très peu précise là par contre, parce que le pourcentage que je vous ai donné ici, qui a là 0,8%, c'est un pourcentage très précis. Pourquoi il est très précis malgré le fait que j'ai utilisé des estimations? Parce que tout l'intérêt de la méthode que je vous ai montrée, de la modélisation que j'ai faite, c'est que dans mes calculs, je prends en compte l'évolution de la population active. C'est-à-dire que la population active, ça reste pas toujours la même au fil des années. Et grâce à la méthode que je vous ai montrée, on prend en compte cette évolution, en plus de l'évolution économique des secteurs. Mais si jamais on fait le calcul très grossièrement, sachant qu'il y a un peu plus de 35 millions d'actifs en France, on multiplie un peu plus de 35 millions par 0,8%, et au final, ça nous fait quand même quasiment 300 000 emplois perdus en 3 ans. 300 000, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte ce que c'est, 300 000 habitants, c'est une ville comme Montpellier. Voilà, Montpellier c'est ma ville, je suis Montpellier. Bah, 300 000 emplois perdus, c'est une ville comme Montpellier, entière, qui est au chômage, quoi. Alors bien sûr, c'est réparti dans toute la France, mais ça fait vraiment beaucoup. Alors, nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. Alors, en conclusion, nous allons reprendre un peu ce qu'on a vu sur les différents secteurs grâce à l'analyse de fonction. Alors, au niveau du secteur secondaire, qu'est-ce qui se passe? On voit que c'est un secteur qui, de base, en ce moment, ne représente que 7% de la population active, donc c'est vraiment pas grand-chose, et qui, en plus, est largement voué à s'amenuiser, voire à disparaître dans un futur un peu plus lointain. Alors bien sûr, il ne disparaîtra pas complètement, mais
il est clair et net qu'il y a moins d'emplois qui se créent dans ce secteur-là. Donc, si vous voulez un emploi, surtout ne faites pas une formation qui ne peut marcher que dans le secteur industriel, ou alors allez travailler aux États-Unis ou en Chine. Ensuite, au niveau du tertiaire marchand. Alors ça, le tertiaire marchand, on a vu que ça représentait quand même actuellement 30% de la population active au niveau des emplois. Donc c'est énorme, c'est vraiment le premier secteur en France. Et qu'il continuait à croître de moins en moins vite, mais toujours petit à petit. Ensuite, nous avons vu que le secteur des services non marchands, lui, croît plus vite que le secteur des services marchands, mais il ne représente que 4% de la population active au niveau des emplois. Donc, il croît plus vite, mais il est petit. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas plus d'emplois là-dedans que dans le secteur des services marchands, mais si jamais vous êtes passionné par quelque chose, par exemple l'humanitaire, que vous voulez faire ça, il y a de l'avenir là-dedans. Il y a de l'avenir dans ce secteur-là. Si vous voulez faire prof, ou si vous voulez travailler dans l'humanitaire, dans le secteur des services non marchands, il y a vraiment de l'avenir, puisque même s'il est petit, il prend quand même petit à petit de plus en plus de place. Bon. Alors ensuite, au niveau plus global, au niveau de la France, on voit clairement qu'il se dessine dans l'économie française un nouveau schéma, qui se dessine déjà depuis un petit moment. L'apparition d'Internet y a beaucoup aidé. Ce schéma, c'est le schéma d'une France qui importe ses produits de l'étranger, ses produits de consommation, d'où le fait que l'industrie en France n'en représente plus grand-chose, puisque tous nos stylos, nos ordinateurs, tout ça, c'est importé, ça vient de la Chine, bien souvent. Donc les entreprises en France, comme Peugeot, qui continuent à produire ici, ont beaucoup de mal, notamment à cause des coûts salariaux. Par contre, certaines activités économiques essaient de prendre le relais. En France, nous voyons de plus en plus une économie de services qui se met en place et qui prend le pas petit à petit sur l'ancienne économie industrielle. Alors qu'est-ce que c'est que cette économie de services? Ben, c'est tout con, mais le livreur de pizza à domicile, c'est un service. Le site web internet, c'est un service. La grande distribution, on peut considérer ça comme un service. Des entreprises comme ça, on en voit plein. Alors que ce n'était pas le cas du tout il y a 50 ans. Une petite dernière parenthèse. Alors, les conclusions qu'on a trouvées, elles sont bien, elles sont valables d'un point de vue macroéconomique, mais elles sont insuffisantes, puisque il serait intéressant de pouvoir les élaborer en incorporant dans ce modèle la qualification des employés, parce que peut-être que dans l'industrie, des ouvriers, on en a de moins en moins besoin, il n'y en a vraiment plus beaucoup. Par contre, des grands gestionnaires, peut-être qu'il y en a toujours besoin dans l'industrie. Ce serait bien, en fait, d'arriver à compléter cette étude par une étude de qualification dans les secteurs, et ensuite d'arriver à séparer ce secteur en différentes branches et de faire des études internes, un peu de la même manière que ce que je vous ai montré, pour ces différentes branches. À partir de là, on verrait vraiment se dessiner un schéma économique français pour l'avenir. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris, que ça vous a été utile, et puis que ça vous a plu, puisque monsieur a pas mal investi dans celle-ci, je vous avoue. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.